Voilà quelques éléments voilà, de contexte qui font qu'aujourd'hui, dans les médias, un certain nombre d'idées reçues ou de présupposés sont entendus, couramment entendus et couramment aussi entretenus par des spécialistes de l'alimentation. Pas tous, pas tous. Beaucoup. Aujourd'hui, il y a eu aussi un certain nombre d'efforts et les représentations changent. Mais on entend souvent, il est fréquent d'entendre dire que les jeunes mangent mal, sont attirés par des produits gras ou sucrés, ou encore que les jeunes méconnaissent les repères nutritionnels, ou que les jeunes ne font pas attention à ce qu'ils mangent. Alors, les résultats de nos enquêtes nous montrent que ces dérives, on dirait anomique, c'est-à-dire une sorte de dérive où il n'y aurait plus une dérégulation des normes et des règles, tiennent plutôt de la représentation que des pratiques que l'on pourrait observer. C'est qu'il faut déjà repenser ou déconstruire une idée selon laquelle toute politique de prévention, ou surtout d'information, fonctionne de façon mécanique. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on informe qu'on va changer les pratiques. Et c'est pas parce qu'on donne accès à l'information par rapport à certaines catégories sociales pensées comme défavorisées par rapport à ces accès, que ça va forcément changer les choses. Et ça, le problème, c'est qu'on remarque aujourd'hui encore que beaucoup de politiques de prévention fonctionnent de manière mécaniste, en tout cas dans la forme de communication qu'ils emploient. Là, par contre, à partir de 9 ans jusqu'à à peu près, on va dire, 13-14 ans, là, par contre, on commence à avoir un autre effet, c'est-à-dire on entend des discours plus critiques à l'égard de ce type d'espace. Plus critique, c'est la cantine. Là, on a des discours très forts. La cantine là, devient véritablement associée à une forme de dégoût. En tout cas, c'est ce qui est présenté dans les discours. Mais c'est surtout, on le verra, là, je préciserai ensuite par rapport à cet âge-là. On fera un focus sur par la suite pour voir un peu les différents couples d'opposition qu'on trouve dans leurs discours. Ce sera vraiment la population sur laquelle je vais m'appuyer tout à l'heure. Pour continuer alors à avancer en fonction des âges, on arrive ensuite à la 3e et au lycée. Alors là, la cantine finalement n'est plus vraiment. Il y a un discours évidemment critique, mais c'est pas vraiment l'enjeu du sujet. Enfin, c'est pas vraiment la question. Pour eux, la question, c'est surtout essayer de s'échapper par rapport à ce type d'espace. S'échapper, c'est-à-dire ne plus aller à la cantine et pouvoir fréquenter d'autres types de restaurants. On remarque d'ailleurs souvent dans les centres-villes, d'ailleurs à Strasbourg, on le voit près de la rue des Frères, il y a une offre alimentaire très importante qui cible les adolescents et surtout les lycéens qui vont manger à l'extérieur de la cantine. Alors ce n'est pas forcément le but de fuir parce que la cantine est mauvaise ou parce que les aliments ne sont pas bons, c'est aussi parce que les temporalités scolaires ne correspondent pas à leur emploi du temps. Alors évidemment, ils recherchent aussi, en ville, il y a un besoin d'autonomisation, c'est-à-dire aussi, on le remarque bien, essayer de trouver d'essayer de recomposer leur repas. Ça peut être manger en marchant ou s'installer dans un coin de la rue, sur un banc, manger assis ou peut-être pour certains debout. Donc trouver d'autres espaces de sociabilité autour duquel ils vont partager le repas. Mais c'est pas parce qu'ils s'approprient ce type d'espace, ces territoires-là, que les normes ne sont plus présentes. Bien au contraire. Ils peuvent parfois, au contraire, être très normatifs, ou en tout cas entretenir des normes par rapport au fait de bien manger, manger propre, manger sale, qui sont très fortes. Et d'ailleurs, certains d'entre eux ont une habilité certaine pour pouvoir justement manger un donneur sans se salir ou encore manger certaines pâtes que nous, on n'aura pas si on est les premiers à consommer ce type d'aliments. Donc ça, c'est intéressant aussi, enfin plutôt, c'est important de le préciser, que ce n'est pas parce qu'on mange dans un coin de la rue que les normes s'affaissent, qu'il n'y a plus de règles et qu'on est dans une forme de ritualité sauvage ou d'appropriation sauvage d'un espace. Non, au contraire, c'est une façon de recomposer autrement l'acte alimentaire. Et aussi, par rapport à ces questions de sain ou malsain, on remarque qu'entre eux, ils se jugent beaucoup et qu'ils regardent ce que l'autre mange. Et si l'un va toujours prendre le même type de plat qu'eux, vont penser comme gras ou tendance, par exemple, souvent le même type de sandwich dans un fast-food,
l'adolescent va rencontrer un certain nombre de jugements venant de la part de ses pairs, en disant tu manges toujours la même chose, et pour peu qu'il ait un peu de surpoids, on lui rappellera qu'il ne faut pas qu'il s'étonne, en tout cas, d'en avoir au vu de ce qu'il mange. Donc ça, c'est très important de rappeler aussi comment entre eux, ils véhiculent aussi des normes qui ne sont pas toujours forcément les mêmes que dans la société adulte, mais en tout cas des normes qui sont toujours très présentes. On a vu dans certains lycées que lorsque, à la rentrée, il y a un peu de temps généralement, on peut aménager certaines visites. Lorsqu'on fait visiter la cuisine à certaines classes, qu'on leur montre, pas forcément au moment où il y a le service, où c'est le rush, mais peut-être au moment où ils préparent, de 11h à midi, lorsqu'on montre la manière dont les cuisiniers travaillent, il y a déjà une attention, ou plutôt les jeunes voient aussi la considération que les adultes ont pour eux. Et qui ne sont pas en train de leur servir un repas, de faire un travail, d'exécuter un travail pour lequel ils n'ont aucun plaisir. Ils voient qu'il y a une transmission peut-être possible de plaisir entre le monde de la cuisine et le monde du service. C'est ici l'importance d'ouvrir les espaces, car bien souvent, il y a une désocialisation de l'acte alimentaire. Et ce qu'on retrouve aujourd'hui, c'est-à-dire que on n'arrive pas à savoir où seraient les racines du plat que l'on va manger. Quel est le lien social ? Finalement, ça questionne le lien social, dont l'alimentation est un canal essentiel. Ça permet de resocialiser l'acte alimentaire, c'est-à-dire de déjà montrer que derrière, dans les cuisines, il y a des personnes qui, en plus, ont envie de faire plaisir aux jeunes, ça c'est ce que j'avais dit, mais aussi, derrière ces cuisines, finalement, il n'y a pas des mauvaises choses qui se trament, ou en tout cas, qu'il n'y a pas des mauvais produits qui sont là où il y a un conflit de valeurs, c'est lorsque l'école va critiquer, parfois pas seulement critiquer, mais disqualifier, on va dire, les attitudes des parents ou les pratiques des parents. Ça, on l'observe notamment lors de la collation de 10h à l'école. Alors là, je vais plutôt parler des enfants. Souvent, on remarque à la maternelle, c'est qu'il y a un certain nombre de goûters alternés. Goûter alterné, c'était que, vous l'avez peut-être vu pour ceux qui ont des enfants, il y a parfois une journée produits laitiers, une journée biscuits, une journée qui va être fruits ou légumes. J'ai discuté avec une jeune mère qui était classe ouvrière. Pour elle avait profité de la journée où c'était produits laitiers. Elle avait donné finalement à son enfant des produits laitiers, mais qui étaient identifiés, c'était une marque, identifiée comme gras ou sucré. Lors de la journée qui était plutôt pain, et puis je ne sais plus exactement c'était laquelle, elle avait donné à son fils, parce qu'il aimait bien, des tranches de pain avec du saucisson dedans, en disant je vais faire aussi plaisir à mon enfant, puis comme ça, je suis en conformité avec la demande de l'école. L'enfant, finalement, ce petit Robin, c'est anonymisé, ce petit Robin, on lui a retiré. On lui a retiré son pain et ce saucisson. Et on lui a proposé, par contre, on lui a remplacé son goûter, en lui donnant un goûter conforme. C'était pas tout à fait pareil pour le produit laitier. C'était une marque, ces fameux, il y a certains fromages pour enfants qui sont particulièrement gras. On lui a pas retiré, mais on lui dira, tu diras à ta maman par contre que la prochaine fois, il faudra un autre produit laitier parce que celui-ci est particulièrement gras. Quel est le problème que ça pose par rapport aux jeunes ? C'est que finalement, ce sont eux les premiers, on va dire, à faire les frais de ces conflits de valeurs, de cette différence de modèle, et dont l'un chercherait à imprégner l'autre. Et lorsqu'ils rentrent à la maison, les parents, souvent on discute après avec eux, parce qu'on a essayé de varier les milieux sociaux, ils nous disent, c'est d'ailleurs très intéressant, pour justement critiquer aussi ces écoles et ces politiques de prévention, ils nous disent, ça suffit, nous on a une identité. Et ils mettent en avant une identité familiale. Nous, notre modèle familial, il est comme ça. Nous, on a toujours mangé comme ça. Et il n'y a pas de raison aujourd'hui qu'on nous embête. D'ailleurs, on est dans une société où on essaye de tout nous interdire. Ça, c'est les discours qu'on entend. C'est tout l'effort de tout l'importance de ces politiques de gouvernementalité. Donc, essayer d'individualiser le contrôle, fait d'auto-examen, et d'essayer qui passe par une forme de subjectivation positive de soi. C'est ce qu'on remarque aussi dans les politiques de prévention à destination des enfants, de plus en plus. De plus en plus, on le remarque d'ailleurs, c'est d'essayer, si on passe par une forme de gouvernementalité, on ne passe plus par les parents. Donc on s'adresse directement aux enfants. Et si vous regardez bien les spots publicitaires, pour bien grandir, dépense-toi,
Pour éviter, je ne sais plus exactement comment il se formule, mais pour éviter de grossir, il faut manger 5 fruits et légumes par jour, ou pour être en très bonne santé, c'est qu'on s'adresse directement à l'enfant en le tutoyant et en essayant que lui-même ait son propre contrôle moral, plutôt que de s'adresser directement aux familles pour que ce soit eux-mêmes qui instruisent une forme d'éducation alimentaire. Et lorsqu'on remarque aussi à l'école, par rapport aux politiques, alors là plutôt aux actions qui sont mises en place de sensibilisation, c'est qu'on passe directement par l'enfant qui serait une sorte de transfuge, ou en tout cas l'enfant qui devient un messager pour la famille. Et on peut se demander, je terminerai sur cette question-là, si finalement dans ces politiques de prévention, est-ce qu'on s'adresse à l'enfant ou est-ce qu'on essaye plutôt de s'adresser à des familles identifiées comme, on va dire, ayant des pratiques sociales qui ne répondent pas, qui ne sont pas conformes aux attentes actuelles.